Topon carote. Les carottes sauvages sont originaires d'Asie centrale, leurs ancêtres les plus anciens étant probablement apparus dans la Grande Perse. Ces carottes sauvages d'origine étaient minces pâles et légèrement amères avec un centre ligneux dur et une teinte violette ou jaune clair. La culture initiale, il y a environ 3000 ans, était en fait destinée aux feuilles et aux graines plutôt qu'à la racine elle-même. La carotte orange moderne a été développée bien plus tard aux Pays-Bas au cours du XVIIe siècle. Les cultivateurs hollandais ont sélectionné des carottes jaunes et d'autres couleurs pour produire une variété orange stable peut-être en l'honneur de Guillaume d'Orange, le prince hollandais qui a mené l'indépendance du pays. Bien que cette histoire soit en partie mythifiée, la culture hollandaise des années 1600 correspond certainement au moment où les carottes oranges sont devenues dominantes en Europe puis dans le monde. La saveur de la carotte provient des sucres ainsi que d'un composé appelé terpénoïde qui apporte une note de fond légèrement terreuse et amère. Lorsque vous cuisez une carotte, la chaleur décompose les parois cellulaires, libérant davantage de ces sucres et adoucissant les terpénoïdes. C'est pourquoi les carottes cuites ont un goût plus sucré que les crues. Les carottes crues offrent un croquant satisfaisant et une douceur pure avec une légère amertume à la fin. Il existe des centaines de variétés de carottes regroupées par forme et par couleur. Toutes les carottes ne sont pas lisses, cylindriques et sucrées. Les carottes chantenées sont plus courtes, plus larges et possèdent une saveur plus forte. Les carottes Imperator sont les carottes longues et effilées que l'on trouve couramment en magasin, cultivées davantage pour leur durée de conservation et leur apparence que pour leur goût. Les carottes Danvers sont un type américain plus ancien, épais et robuste, développé dans le Massachusetts dans les années 1800 pour les sols lourds. Les carottes violettes sont souvent décrites comme plus intenses que les carottes oranges traditionnelles. Les carottes noires, courantes en Turquie et en Asie centrale, sont très sombres et ont un goût riche, presque vineux. Elles sont utilisées pour fabriquer une boisson fermentée traditionnelle appelée salgam. Top de pommes de terre. La pomme de terre est sans doute la plante alimentaire la plus importante jamais cultivée et elle est originaire des hauts plateaux des Andes en Amérique du Sud. Les conquistadors espagnols ont découvert la pomme de terre dans les années 1530 lors de leur conquête du Pérou et l'ont rapportée en Europe, mais son introduction fut lente et de nombreux Européens ne l'appréciaient pas au début. En France, les gens pensaient que les pommes de terre étaient étranges, les qualifiant parfois de nourriture pour porc et prétendaient même qu'elles provoquaient des maladies. Un pharmacien nommé Antoine-Augustin Parmentier a changé cela après avoir remarqué leur valeur alors qu'il était prisonnier en Prusse. Il organisa des dîners de pommes de terre raffinées pour l'élite française et planta un grand champ de pommes de terre près de Paris, gardé par des sentinelles pendant la journée. La nuit, les gens volaient les pommes de terre et les plantaient eux-mêmes. Frédéric le Grand de Prusse a également reconnu leur densité calorique et a forcé les agriculteurs à les cultiver au XVIIIe siècle. Les pommes de terre ont aidé les populations européennes à croître, ce qui a alimenté la révolution industrielle et l'essor des empires occidentaux entre 1750 et 1950. Au début du XIXe siècle, l'Irlande rurale dépendait presque entièrement des pommes de terre. Lorsqu'un mildiou a frappé, il a provoqué la grande famine, tuant ou forçant un quart de la population à émigrer, modifiant de façon permanente la démographie de l'Irlande. La pomme de terre, elle-même, est un tubercule collinaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'une tige souterraine, renflée, utilisée par la plante pour stocker l'amidon et l'énergie. Chaque pomme de terre possède des yeux qui sont en fait des bourgeons dormants capables de faire germer de nouvelles plantes. Il existe des milliers de variétés de pommes de terre à travers le monde. Les variétés féculentes comme la russette sont sèches et farineuses, idéales pour la cuisson au four ou la friture. Les tubercules à chair ferme, comme les rattes et les pommes de terre rouges, conservent leur forme à la cuisson et sont meilleurs pour les salades et le rôtissage.
Les pommes de terre polyvalentes comme la Yukon Gold se situent entre les deux. Les variétés Purple Majesty et Adirondack Blue ont une chair violette vive et un goût légèrement terreux. Les papas nativa péruviennes se déclinent en de nombreuses couleurs et saveurs. La rate est une grenaille française au goût de beurre et de châtaigne, tandis que les grenailles Russian Banana sont fermes avec un goût de noisette. Top 3 artichauts. Contrairement à la plupart des légumes, ce que vous consommez lorsque vous mangez un artichaut est en réalité le bouton floral d'un grand chardon avant sa floraison. La plante peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut et possède des feuilles vert argenté qui se distinguent dans un jardin. L'artichaut est originaire de la Méditerranée, provenant probablement d'Afrique du Nord ou de Sicile. C'est un descendant cultivé du cardon, une plante à fleurs sauvages, originaire du bassin méditerranéen, qui était consommée par les anciens Grecs et Romains. Les artichauts ont une saveur amère et terreuse, avec une touche de douceur et une légère note métallique. Cela provient de la cynarine, qui peut temporairement donner à l'eau et aux autres boissons un goût inhabituellement sucré. Le cœur est la partie la plus charnue et la plus prisée, avec une texture tendre et dense et une saveur concentrée. Les artichauts de type Camus ou gros vert de Laon sont les principales variétés commerciales, gros et ronds, avec des bractées serrées. Les petits artichauts violets ne sont que des versions plus petites et immatures de la même plante, et les artichauts Violetto d'Italie sont une variété élancée teintée de violet avec une saveur légèrement moins amère et une texture plus souple. Dans la cuisine romaine, les artichauts à la juive sont frits jusqu'à ce que les feuilles extérieures soient croustillantes comme des chips, tandis que le cœur reste crémeux. Les artichauts farcis sont un plat méditerranéen traditionnel, populaire en Italie, en Grèce et au Moyen-Orient, où ils sont garnis d'herbes de chapelure ou de riz et cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Top 4 brocoli. Le brocoli provient de la Brassica oleracea sauvage. Il a été développé dans le sud de l'Italie il y a environ 2000 ans et était prisé par les anciens Romains, mais il est resté largement inconnu en Europe du Nord et dans les Amériques jusqu'à une époque relativement récente. Les immigrants italiens l'ont apporté aux États-Unis au début du XXe siècle et il n'a été largement commercialisé en Amérique que dans les années 1920. L'un des premiers grands producteurs fut la D'Arrigo Brothers Company en Californie, fondée par des immigrants siciliens qui ont marqué leur brocoli du nom Andy Boy et l'ont commercialisé auprès des communautés italo-américaines. Le brocoli cru a un goût piquant amer et légèrement soufré. Une légère cuisson à la vapeur adoucit l'amertume. Le rôtissage fait ressortir des saveurs douces et de noisettes, tandis qu'une surcuisson le rend pâteux, malodorant et amer. Le brocoli calabré standard, le type vert à grosse tête que l'on trouve dans la plupart des supermarchés, est le plus courant. Le brocoli âgé produit de nombreux petits bouquets le long de plusieurs tiges et est populaire en Grande-Bretagne pour sa saveur riche. Le brocoli âgé violet, une variété britannique traditionnelle, possède des tiges violet foncé et un goût plus doux et complexe. Le brocolini, un hybride de brocoli et de guélan chinois, a des tiges fines et longues, une texture délicate et une saveur végétale légèrement plus sucrée. Top 5 choux romanesco. Le romanesco est un type de Brassica oleracea, la même espèce que le brocoli et le chou-fleur, et a un goût qui rappelle un mélange des deux. Il est apparu pour la première fois en Italie, probablement vers le XVIe siècle. Chaque morceau d'une tête de romanesco est une spirale logarithmique. Chaque bourgeon est composé de plus petits bouquets disposés selon la même spirale, lesquels sont à leur tour composés de spirales encore plus petites. Ce motif auto-répétitif fait du romanesco l'un des exemples naturels les plus frappants de géométrie fractale. Le nombre de spirales sur une tête de romanesco suit également la suite de Fibonacci, un modèle mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents résultant de la manière dont la croissance de la plante est régulée au niveau cellulaire. Le romanesco a une saveur plus douce et plus proche de la noisette que le brocoli vert, et il est légèrement plus sucré,
plus proche du chou-fleur avec une note herbeuse subtile. En raison de sa structure dense, le romanesco prend plus de temps à cuire que le brocoli et absorbe bien les saveurs, ce qui le rend excellent dans les pâtes avec de l'huile d'olive et de l'ail. Top 6 Aigal. L'ail est l'une des plus anciennes plantes cultivées de l'histoire de l'humanité et l'un des ingrédients aromatiques les plus universellement présents dans pratiquement toutes les cultures alimentaires du monde. Il est originaire d'Asie centrale, très probablement des régions actuelles du Kirghizistan et du Tadjikistan, où son ancêtre sauvage, Allium longicuspis, pousse encore. Ce fut l'une des premières plantes à être cultivée, avec des preuves d'utilisation de l'ail en Mésopotamie et en Égypte remontant à au moins 5000 ans. Il est rapporté que les ouvriers égyptiens construisant les pyramides mangeaient régulièrement de l'ail, et de l'ail a été trouvé dans des tombes égyptiennes antiques, y compris celle du roi Toutankhamon. Des textes indiens anciens décrivent également la plante en détail. L'ail s'est répandu dans le monde entier grâce au commerce et aux conquêtes, et au Moyen Âge, il était cultivé à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. Les colonisateurs espagnols et portugais l'ont apporté aux Amériques au XVIe siècle, où il a été rapidement intégré à la cuisine locale. Lorsque vous coupez ou écrasez de l'ail, vous brisez les parois cellulaires et déclenchez une réaction enzymatique qui convertit un composé inodore appelé alliine en allicine. C'est pourquoi l'ail émincé sent différemment de l'ail entier et pourquoi l'ail écrasé est plus piquant que l'émincé. L'ail cru est très vif et fort, tandis que les gousses légèrement sautées deviennent aromatiques et florales. L'ail cuit lentement devient doux et soyeux, et les têtes entières rôties sont douces, tartinables et caramélisées presque sans piquant. La variété rocambole est riche et complexe, mais se conserve mal. La Purple Stripe est audacieuse avec un bon piquant. L'ail éléphant est énorme et doux, s'apparentant davantage au poireau. L'ail noir est vieilli et fermenté doux, onctueux et riche en umami. L'ail vert est immature doux et frais, semblable à un oignon vert aillé. L'ail a également une longue histoire en médecine populaire et nombre de ses affirmations ont un fondement réel. L'allicine a des propriétés antimicrobiennes documentées et des études ont lié la consommation régulière d'ail à de modestes réductions de la pression artérielle et du cholestérol, certaines preuves soutenant son rôle de modulateur immunitaire. Top 7 Asperi. L'asperge est l'un des rares légumes qui soit une plante vivace, ce qui signifie que la même plante produit de la nourriture année après année pendant des décennies si elle est bien entretenue. Elle est originaire des zones côtières de la Méditerranée orientale d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. Dans la Rome antique, il existait apparemment une flotte de l'asperge, un groupe de navires dédiés au transport rapide des asperges à travers l'Empire. La saveur de l'asperge est herbeuse, fraîche et légèrement amère. La fraîcheur est d'une importance capitale pour l'asperge car les sucres naturels commencent à se transformer en amidon immédiatement après la récolte. C'est pourquoi les asperges achetées sur un marché de producteurs le jour même de leur coupe sont nettement meilleures que celles des supermarchés qui ont été transportées et stockées. L'asperge verte est la plus courante à l'échelle mondiale, mais il existe aussi des types blancs et violets. Top 8 courge Luffa. La courge Luffa vient d'Asie du Sud-Est, principalement d'Inde et du Vietnam, et fait partie de la famille des concombres. Lorsqu'elle est jeune, elle peut être consommée comme un légume. Son goût est doux et un peu sucré, un peu comme la courgette ou le concombre, et elle est courante dans les sautés et les soupes. Mais si vous la laissez pousser complètement et sécher l'intérieur, se transforme en un réseau dense de fibres. Ces fibres peuvent être nettoyées et utilisées comme éponge de loofah, souvent utilisées pour la toilette. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fibres séchées étaient utilisées comme filtre pour les moteurs diesel et à vapeur. Avant la guerre, le Japon envoyait la majeure partie du loofah aux États-Unis, mais après Pearl Harbor, les Américains ont commencé à en cultiver chez eux pour un usage industriel.
Les loufas étaient également utilisés pour le rembourrage des casques, l'isolation et même certains instruments médicaux. Le jeune loufa est consommé comme légume dans toute l'Asie et dans la cuisine chinoise, c'est l'un des légumes d'été les plus courants dans le sud de la Chine. En Inde, il apparaît souvent dans les currys et les sautés. La variété à côte loufa, à Kutangula, a une texture légèrement plus ferme et se tient un peu mieux à la cuisson. La variété lisse est plus couramment cultivée pour la production d'éponges car elle développe un réseau de fibres plus dense et plus uniforme. Top 9. Maïs doux. Le maïs doux est un type spécial de maïs, issu d'une mutation naturelle. Cette mutation empêche les grains de transformer leur sucre en amidon tant qu'ils sont encore jeunes. Les Amérindiens ont été parmi les premiers à cultiver ce maïs appelé papoun, et ils l'ont partagé avec les colons européens en 1779. Les grains de maïs éclatent avec un jus sucré herbeux et lacté lorsque vous les croquez, et il y a une légère sensation farineuse sous la douceur qui lui donne de la consistance. Comme pour l'asperge, la fraîcheur est cruciale. Les sucres du maïs doux commencent à se transformer en amidon presque immédiatement après la récolte. Les variétés modernes de maïs doux commercial ont été sélectionnées pour ralentir ce processus avec des types enrichis en sucre et extra sucrés qui conservent leur douceur pendant des jours après la récolte. Les variétés extra sucrées peuvent avoir une teneur en sucre 2 à 3 fois supérieure à celle du maïs doux standard et elles maintiennent cette douceur pendant une semaine ou plus. Le revers de la médaille est que les variétés extra sucrées ont souvent des grains légèrement plus fins, moins laiteux, et une douceur plus unidimensionnelle par rapport aux types plus anciens. Le maïs bleu, largement cultivé par les peuples pueblos dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique, a une saveur plus proche de la noisette et plus terreuse que le maïs jaune, ainsi qu'une couleur gris-bleu distinctive. Il est utilisé pour fabriquer des tortillas bleues et de la semoule de maïs bleu. Le maïs était le fondement alimentaire des civilisations précolombiennes à travers les Amériques et reste par poids total de production la culture la plus largement cultivée sur Terre. Top 10 oignons. L'origine de l'oignon est inconnue, mais il est probablement originaire d'Asie centrale vers l'actuel Pakistan. Les anciens Égyptiens représentaient des oignons dans les peintures de tombes et payaient en partie les ouvriers construisant des monuments avec des oignons. La structure sphérique et stratifiée de l'oignon était vue comme un symbole d'éternité par certaines cultures anciennes, ces anneaux concentriques suggérant des mondes à l'intérieur d'autres mondes. Les oignons contiennent des composés soufrés comme l'ail. Les couper libèrent des composés qui irritent les yeux et provoquent des larmes. Réfrigérer les oignons ou les couper près d'une flamme peut aider, mais la meilleure solution est un couteau bien aiguisé qui endommage moins de cellules et libère moins de composés. Les oignons crus sont vifs, piquants et forts, mais la chaleur décompose la structure de l'oignon et les sucres caramélisent. Le piquant disparaît et une richesse profonde, sucrée et presque savoureuse se développe. Les oignons correctement caramélisés, cuits à feu doux et lentement pendant 45 minutes à 1 heure, sont très sucrés, avec des notes umami complexes et une texture onctueuse, presque liquide. Les variétés d'oignons sont regroupées principalement par couleur et par saveur. Les oignons jaunes sont les oignons de cuisine les plus utilisés dans le monde, avec une saveur équilibrée qui devient sucrée et riche à la cuisson. Les oignons blancs ont un goût plus vif et plus soufré lorsqu'ils sont crus et sont traditionnellement préférés dans la cuisine mexicaine. Les oignons rouges sont plus doux crus que les jaunes, avec une note légèrement sucrée et poivrée, et sont populaires dans les salades et les marinades. Les oignons doux comme le Vidalia de Géorgie, le Walla Walla de Washington ou le Tropea de Calabre en Italie ont une teneur élevée en eau et en sucre avec peu de soufre, ce qui les rend assez doux pour être mangés presque comme une pomme. Les oignons Vidalia sont si liés à cette région que leur nom est légalement protégé. Seuls les oignons cultivés dans une partie spécifique de la Géorgie peuvent être appelés Vidalia.
Leur douceur est attribuée aux sols pauvres en soufre de la région. Les échalotes sont une espèce apparentée qui produit de petits bulbes multilobés avec une saveur plus subtile et complexe, combinant des notes d'ail et d'oignon. Les oignons grelots et les cipellini sont de petites variétés généralement marinées ou braisées entières. Les cipellini sont des oignons italiens plats en forme de disque avec une teneur élevée en sucre et une grande douceur. Top onze krosne. Le krosne, aussi appelé artichaut chinois ou plante à nœuds, vient de Chine où il est cultivé depuis des siècles. Il a été apporté en France dans les années 1880, introduit par des botanistes qui l'ont cultivé dans la ville de Crozne, juste au sud de Paris, d'où vient son nom français. Il est devenu courant dans la haute cuisine française à la fin du XIXe siècle. La saveur est terreuse et rappelle la noisette un peu comme les topinambours, mais ils sont plus croquants et juteux, ressemblant davantage aux châtaignes d'eau. Les krosnes sont généralement sautés au beurre ou blanchis brièvement et servis en accompagnement. En raison de leur surface irrégulière et bosselée, ils sont difficiles à éplucher et dans la plupart des préparations, ils sont simplement brossés soigneusement et cuits avec la peau. Au Japon, ce légume est traditionnellement consommé au Nouvel An dans le cadre de l'osechi, ryori, l'ensemble élaboré de plats du Nouvel An. Les krosnes sont généralement marinés dans du vinaigre de prune rouge, ce qui les rend rose vif, et ils sont consommés pour la chance car leur forme est censée ressembler à la queue d'une crevette et la crevette symbolise la longévité dans la culture japonaise. L'une des raisons pour lesquelles les krosnes sont largement méconnus est qu'ils sont difficiles à cultiver commercialement à grande échelle. Les tubercules sont petits, nombreux et irréguliers, ce qui rend la récolte mécanique inadaptée. Top 12 aubergines. L'aubergine est souvent appelée le roi des légumes car elle absorbe les saveurs et est utilisée dans de nombreux plats. En Amérique du Nord, on l'appelle eggplant, parce que les premiers Européens ont vu des types blancs en forme d'œuf, tandis que aubergine vient du mot arabe via le français. Elle est originaire d'Asie du Sud et a été cultivée pour la première fois en Inde et peut-être en Chine, avec des preuves de culture remontant à au moins 2000 ans dans les deux régions. Des commerçants arabes l'ont apportée en Perse et en Afrique du Nord, et de là, elle s'est répandue en Méditerranée via l'Ibérie, Mauresque et la présence arabe en Sicile. Dans l'Europe médiévale, la plante fut à l'origine accusée de provoquer diverses maladies des fièvres à la folie. On a parfois prétendu que le nom italien melanzana dérivait de mela insana, signifiant pomme malsaine, bien que cette étymologie soit contestée. Essentiellement, toutes les préparations d'aubergines impliquent une cuisson. La chair est très poreuse, remplie de poches d'air dans la structure cellulaire et absorbe rapidement les graisses pendant la cuisson. Lorsqu'elle est grillée sur une flamme nue ou rôtie à haute température, la chair de l'aubergine s'affaisse, l'air est expulsé et l'intérieur devient soyeux, lisse et crémeux, développant une profondeur savoureuse, complexe. Cet affaissement est la base du baba ganoush. L'aubergine entière est grillée jusqu'à ce que la peau noircisse et que l'intérieur cuise à la vapeur, puis la chair est retirée et mélangée avec du tahini, du citron et de l'ail. L'aubergine existe en d'innombrables variétés. L'aubergine globe italienne standard est grosse, violet foncé et dense. Les types japonais et chinois sont longs à peau fine, tendre et légèrement plus sucrés. Les aubergines indiennes sont petites rondes et parfois vertes avec un goût plus amer. Les aubergines thaïlandaises ont la taille d'une balle de golf, sont fermes et amères et utilisées dans les currys. Les aubergines blanches sont douces et crémeuses, tandis que les types graffiti ou siciliens sont striés de violet et de blanc sucré et à peau épaisse. La Rosa Bianca de Sicile est une grosse variété ronde striée de rose et de blanc, avec une chair exceptionnellement crémeuse, presque beurrée, considérée comme l'une des meilleures aubergines à manger pour son absence d'amertume et sa texture soyeuse une fois cuite. Top 13 Uluco. L'uluco est un tubercule presque totalement inconnu en dehors de l'Amérique du Sud.
Cela est dû, en partie, aux défis de culture et en partie à l'autosuffisance marquée de la culture alimentaire andine. Les tubercules d'Uluco ressemblent à de petites pommes de terre grenailles ou à de grosses dragées aux couleurs vives avec une peau fine et lisse et une chair dense et ferme. La saveur est douce, légèrement terreuse et féculente, semblable à une pomme de terre à chair ferme, mais la texture est exceptionnellement glissante une fois cuite. Cette qualité visqueuse rend l'Uluco idéal pour les ragoûts, ajoutant du corps et du soyeux au bouillon. L'Uluco peut également être consommé cru. Au Pérou, ils sont parfois râpés crus dans des salades où la texture est croquante et légèrement juteuse et la saveur est pure et douce. Un défi majeur est qu'ils se gâtent facilement et ne se conservent pas aussi bien que les pommes de terre, ce qui a historiquement limité leur diffusion au-delà des régions où ils sont cultivés. Les feuilles de la plante d'Uluco sont également comestibles consommées comme légumes verts dans les Andes. Top 14 melon amer. Ce légume est intensément âcre et amer, souvent comparé à de l'écorce de pamplemousse crue, ou à des herbes médicinales mais avec une texture croquante et aqueuse, semblable à celle d'un concombre. Le melon amer est utilisé en petite quantité pour équilibrer des éléments plus riches, gras ou sucrés, dans un plat. Dans la cuisine chinoise, le melon amer est sauté avec des haricots noirs fermentés, et du bœuf ou du porc, où le sel et l'umami des haricots fermentés contrebalancent l'amertume. Il est également farci de porc et cuit à la vapeur. Dans la cuisine japonaise, le melon amer appelé goya est au cœur de la cuisine d'Okinawa. Dans la culture indienne, le melon amer est farci coupé en tranches fines, et frit ou utilisé dans des chutneys. La friture, jusqu'à ce qu'il soit croustillant, réduit l'amertume et ajoute une note agréable. Il a une longue histoire en médecine traditionnelle à travers l'Asie du Sud et du Sud-Est. Les charentines et d'autres composés ont été étudiés pour leurs effets potentiels sur la réduction de la glycémie, et certaines études cliniques ont trouvé des effets modestes sur le métabolisme du glucose, bien que les résultats soient incohérents et qu'ils ne soient pas utilisés comme traitement pharmaceutique. Les graines mûres, avec leur enrobage rouge sucré, sont occasionnellement consommées et ont une douceur légère qui est surprenante compte tenu de l'amertume de tout le reste. Top 15 OCA. L'oca est un autre tubercule andin avec une longue histoire sud-américaine, bien qu'il soit cultivé en Nouvelle-Zélande sous le nom de Igname de Nouvelle-Zélande, depuis le XIXe siècle. L'oca a une saveur distinctement acide et acidulée due à l'acide oxalique. Le goût a été décrit comme citronné vif et pur, ne ressemblant à rien d'autre dans le monde des tubercules qui sont majoritairement féculents et doux. L'oca est un légume féculent qui a aussi le goût d'un filet de citron. Les tubercules sont petits, environ la taille de pommes de terre grenaille, et leur couleur va du blanc et du jaune à l'orange, au rose et au rouge foncé. Leur chair est ferme et dense, semblable à une pomme de terre à chair ferme une fois cuite. Laisser l'oca au soleil pendant quelques jours réduit l'acide oxalique et augmente les sucres, le rendant plus doux et moins acide. Les Incas cultivaient l'oca comme aliment de base secondaire, après la pomme de terre, en le faisant pousser à différentes altitudes. Comme la pomme de terre, il pouvait être lyophilisé pour devenir un produit de conservation appelé kaya, avec une saveur acide et concentrée. Dans les Andes, l'oca est bouilli rôti ou ajouté au ragoût. Son acidité naturelle fonctionne bien dans les plats savoureux, où il peut être sucré par séchage au soleil et consommé comme collation. En Nouvelle-Zélande, il est couramment rôti ou utilisé comme les pommes de terre. Top 6 rhubarbe. La rhubarbe est un légume presque exclusivement utilisé comme un fruit. Les tiges acidulées semblables à du céleri de la plante de rhubarbe sont cuites avec du sucre dans des tartes, des crumbles, des confitures, des compotes et des chutneys, plus précisément la tige d'une plante feuillue. Elle est originaire des climats assez froids de Chine, de Mongolie et de Sibérie.
et les racines de rhubarbe étaient utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise comme purgatif et traitement digestif. La racine séchée était vendue à des prix extraordinairement élevés sur les marchés médiévaux européens, plus chers au poids que d'autres épices précieuses en raison de la difficulté de l'obtenir d'Asie centrale et de sa valeur médicinale perçue. L'idée de manger uniquement la tige n'est apparue en Angleterre qu'au XVIIIe siècle, après le développement de la culture forcée en intérieur. Les cultivateurs anglais ont découvert que la rhubarbe forcée dans des hangars sombres et chauds pendant l'hiver produisait des tiges roses pâles et tendres plus douces et délicates que la rhubarbe d'extérieur. Cette méthode produit une rhubarbe forcée d'un rose pâle frappant avec une acidité plus délicate et sucrée que la rhubarbe de plein champ. La rhubarbe forcée est récoltée à la lueur des bougies car la lumière fait durcir les tiges. Les tiges de rhubarbe sont très acidulées en raison de l'acide malique et oxalique, ce qui leur donne une acidité vive et pure, semblable à celle d'un fruit pas mûr. L'association fraise et rhubarbe est courante, car la douceur équilibre l'acidité, bien que des saveurs comme la vanille, l'orange, le gingembre et le sureau fonctionnent également bien. Les feuilles de rhubarbe sont toxiques et ne doivent jamais être consommées en raison de leur forte teneur en acide oxalique. La rhubarbe est également utilisée dans les plats savoureux, en particulier dans la cuisine persane, où elle ajoute un élément acide et aromatique au ragoût d'agneau, démontrant sa polyvalence au-delà des desserts. Si ces récits ont changé votre regard sur les légumes de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer notre chaîne. Nous déterrons l'histoire que le temps a tenté d'enfouir. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.